Bonjour Benjamin, comment ça va? Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, vraiment. J'aimerais commencer par te poser une question assez intime. Quelle est l'expérience poétique ou philosophique la plus étrange que tu aies vécue et dont tu n'as parlé à personne? J'ai j'ai traversé plusieurs fois des expériences qu'on pourrait qualifier de liminaires. C'est-à-dire où c'est une expérience limite, mais en fait on est comme sur le seuil. Tu vois, au moment où on franchit l'entrée de la porte d'une maison et où on est entre deux. Quand on est sur le seuil, sur le passage, on peut encore retourner en arrière, on peut aller en avant, mais on n'est ni en arrière ni en avant, on est dans cet entre-deux, on est sur le lieu du seuil, sur le lieu liminaire. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, ça a été particulièrement étrange, c'était à La Réunion, dans le cirque de Mafate. C'est une sorte de jungle en fait, avec des montagnes abruptes, avec des murs comme ça de 1000 mètres de dénivelé, et extrêmement vertigineux. C'est un peu comme la baie d'Along au Vietnam, dont on aurait vidé l'eau en fait, comme si on avait vidé le fond de la baignoire, et d'un coup ça fait des pics rocheux comme ça qui s'élèvent. Et je marchais là-bas, et on a rencontré un type étrange, comme une sorte de mystique de la montagne, qui a été très étrange, qui le soir nous avait laissé du feu. On a brûlé le feu qu'on avait trouvé, le bois qu'on avait trouvé, et lui est arrivé en fait, et il a dit que c'était son bois qu'on avait brûlé, et on lui était redevable. Et là il est parti en délire mystique en disant qu'il était celui qui savait déterminer les bons des méchants, et qu'il décapiterait les méchants et qu'il les brûlerait et les purifierait par le feu. Et donc on s'est retrouvé à passer la nuit à mener une sorte de combat théologique pour arriver à expliquer dans le bien et le mal, tout ça. C'était très étrange comme moment. Et il a dit, de toute manière, je saurai de quel côté tu es demain. Et demain, dans la montagne, tu rencontreras Dieu. Et j'ai trouvé ça impressionnant, j'ai trouvé ça étrange. Et le lendemain, dans la montagne, il s'est passé quelque chose d'étrange, c'est qu'il m'avait volé mon feu. Je fumais comme un voleur de feu. J'ai pensé à Rimbaud, et j'ai pensé à cette idée qu'il nous avait donné le feu, et que moi, du coup, qu'il y avait quelque chose où on était quitte. On l'a pas revu, mais je crois que d'une certaine manière, j'ai vu Dieu dans la montagne, parce que une heure après, on est arrivé à un endroit qui était tellement vertigineux, je le revois encore, ça descendait en pic, et en face, il y avait une falaise qui remontait, avec un escalier vraiment taillé dans la roche, comme ça, et je me suis effondré. Enfin, en fait, c'est pas moi qui me suis effondré, c'est le monde qui s'est effondré. C'est comme si d'un coup, toute la terre autour de moi s'était effondrée, et que j'étais sur cette colonne, là, plantée à 1000 mètres de haut, comme il y a cette image du saint Siméon en Syrie que j'avais vu, qui était sur sa colonne, et qui était un moine stylite qui s'était mis pour s'isoler du monde. Comme il était en zone urbaine, en fait il pouvait pas aller au désert ou tout ça, donc il s'était installé en haut d'une colonne et on lui montait comme ça à manger. Là, j'étais comme saint Siméon, sauf que moi j'étais pas aussi serein et sain que saint Siméon, j'étais complètement en détresse, et je pouvais plus avancer. Je me suis mis, mais vraiment littéralement à quatre pattes. Si un hélicoptère avait pu venir me chercher ce jour-là, j'aurais pu. Et je parlais du seuil, de l'expérience liminaire. Ce seuil, ça peut aussi être au bord d'un gouffre. Et cette fois-là, comme beaucoup d'autres fois dans ma vie, pour plein d'autres raisons, j'ai été vraiment au bord d'un gouffre. Et il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai réussi à faire un pas dans le vide et à reprendre. J'ai traversé le seuil, en fait, d'une certaine manière. Et ça, c'était fort. Je pense que la poésie et la philosophie peuvent en dire un peu. Il y a
mais il faut aller la chercher. Il faut aller chercher, du coup, comme c'est une expérience limite, liminaire, il faut aller chercher les limites de la philosophie et de la poésie, aux limites de ce que l'on peut dire, de l'indicible, et aux limites de ce où il nous manque les mots, en fait, de l'ineffable. Voilà, aux limites de l'indicible et de l'ineffable. Et je pense que la philosophie peut en dire un mot. Kierkegaard en dit quelque chose, quelques penseurs existentiels comme Léon Chestov en disent quelque chose, mais je me suis mis à les lire parce que justement j'avais vécu ça et que aucune autre philosophie arrivait à en parler. Et même eux, ils en parlent en disant qu'ils arrivent aux limites de ce que peuvent dire les mots. Et la poésie, pour moi, doit aller chercher ça. La parole du bord des gouffres, c'est beaucoup ce dont parle Benjamin Fondane. C'est peut-être ce qu'essaie de dire Hölderlin quand il dit pourquoi les poètes en temps de détresse. Je pense que, enfin en tout cas moi, c'est mon interprétation de cette phrase. C'est arriver à porter la parole sur les gouffres des expériences limites, la mort. C'était une belle question et il m'a fallu du temps pour y répondre. Très intéressant ce que tu viens de dire. Maintenant, je me demande si ta poésie pouvait se transformer en un son, une couleur ou une odeur. Lequel serait-ce ? Si ma poésie devait se transformer en un son, une couleur ou une odeur, ça serait tous et bien plus. Je pense que la poésie a à voir avec les sens. Je pense beaucoup à Rimbaud, avec cette idée de dérèglement de tous les sens, mais aussi d'avoir un verbe accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Et cette idée de la sensation, elle est extrêmement intéressante et importante. En France, en Occident même, on pense que la sensation, c'est passif, c'est recevoir les choses. En Orient, dans la philosophie de l'Inde notamment, on pense que la sensation, c'est au contraire saisir les choses, et que nos sens vont saisir les choses, un peu comme dans la phénoménologie, on dit qu'on intentionne les choses. Je vais saisir par l'œil et par le regard cette tasse, mais je peux aussi la saisir par le toucher. Je peux sentir le thé, mais je peux aussi sentir que le thé est chaud, ce qui dépasse largement nos 5 sens. En fait, on a beaucoup plus que 5 sens. En forêt, je sens les présences. Si quelqu'un, si celle que j'aime passe derrière moi, je sens qu'elle est là. Et c'est pas un des 5 sens. Il y a plein d'autres sens. Et la poésie est affaire de sensation et de sensibilité. Je pense que la plupart des poètes que je connais, ce que je lis, ce que j'écoute et ce que je suis, racontent cette hypersensibilité aussi. Et une sensibilité qui devient presque un métier, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire qu'il y a plus de sens que les 5 sens, et que ces 5 sens, on doit les pousser plus loin encore, et puis les déformer et y travailler dessus, et puis être attentif à mettre ça dans les mots. Et j'ai vraiment travaillé et fait cet effort de... moi j'étais très visuel, mais je suis aussi très mélomane, il y avait peut-être surtout de la vue dans mes poèmes, il y avait... peut-être parce puis c'est très, l'image, on dit la métaphore, donc l'image nous renvoie à quelque chose qui est plutôt visuel, mais en fait le poète est métaphorique, mais il faut qu'il soit métaphorique dans tous les sens. Et moi il y avait beaucoup des sons, des rythmes, des touchés. Je parlais dans mes premiers poèmes publiés des parois rugueuses de la peau, de la terre, des sensations, et puis des cliquetis sur les parois, un tintamarre de coups de bec. Il y a des rythmiques, donc tout ça, le son, la vue, le toucher, c'est évident, mais j'ai travaillé après à être vigilant dans mes poèmes, à les relire en termes de sensations.
et à me dire, là j'ai pas mis du toucher. Et donc je vais rajouter du toucher parce que il faut que ça soit accessible à tous les sens. Et ce poème-là, il est intéressant, il manque quelque chose, mais en fait, souvent, ce qui manque, c'est que j'ai pas mis assez de sens. Et que souvent, j'ai pris la chose dans une voie, parce que peut-être j'ai vu un animal, et donc je raconte ça dans le poème, mais je l'écris comme ça, et je me dis après, mais mince, mon travail de poète, c'est d'aller plus loin, et d'essayer de voir, est-ce qu'il n'y avait pas du toucher, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres sens qui étaient à l'œuvre. Et voilà. Dis-moi, Benjamin, si tu pouvais écrire un message à un être extraterrestre, que lui dirais-tu à propos de la poésie? Que dire à un extraterrestre pour lui expliquer la poésie? Je sais pas si j'ai une réponse à ça. Parce qu'en fait, je m'intéresse terriblement là d'un coup à ce que peut être un extraterrestre pour pouvoir communiquer avec lui. C'est-à-dire, faut trouver une langue commune. Ça m'intéresse beaucoup. Et quelle langue on pourrait trouver commune? Je parlais des sens que la poésie avait avoir au sens, mais comment toucher les sens d'un extraterrestre? Moi, il me semble, je discutais de ça avec des enfants de la poésie et je leur expliquais ce que c'était être poète pour moi et ils finissaient par dire en fait finalement poète c'est écrire avec l'oreille. Ouais, je trouve ça génial, écrire avec l'oreille, écrire avec la main, écrire avec le cœur, avec nos soleils intérieurs, avec les chakras. Mais est-ce qu'un extraterrestre il a des mains pour sentir? Est-ce qu'il a des oreilles pour entendre? Est-ce qu'il a des chakras pour s'ouvrir au monde? Je sais pas, donc il faudrait trouver une langue commune. Moi, je suis un obsédé des langues. L'extraterrestre, en fait, il n'a pas besoin d'être si extraterrestre que ça, quoi. Il suffit de... Des fois, la personne à côté de nous est juste un extraterrestre, parce qu'on parle peut-être pas forcément la même langue, à plein de sens, à plein de degrés différents. Et comment communiquer, comment échanger avec l'autre, comment trouver une base commune, et cette base commune qui serait les mots, parce qu'en fait, quand on est poète, c'est quand même ça la matière. Notre matière, c'est les mots. Même si on essaie de les déformer, de les tordre, c'est la langue. Et quelle langue utiliser? Il y a ces messages qu'on a envoyés comme ça dans l'espace où on a gravé des sélections de chansons. Je sais pas, on a mis des morceaux des Beatles, une symphonie de Mozart ou des choses comme ça, ou remettre des tableaux je sais pas moi, de Francis Bacon, de Bouchier, qu'est-ce qu'on va mettre comme tableau ou comme chose qui représente l'art humain qu'on envoie dans l'espace? Et est-ce qu'ils vont pouvoir le comprendre et par quel sens? Je pense que la question qu'il y a derrière, c'est vraiment plutôt celle des langues. Parce qu'au final, l'extraterrestre, il est sur notre Terre, parce qu'on a tous un rapport à la Terre, mais au final, on a tous un rapport différent à la Terre. Et je pense qu'il faut un souci de ça, de comment se rendre compréhensible à l'autre, et dans ce chemin d'aller essayer peut-être d'apprendre d'autres langues ou d'apprendre qui est l'autre, ce souci d'essayer de percer le rapport au monde de l'autre. Je pense qu'il y a une aventure humaine qui est incroyable, qui est l'ordre de l'ouverture, de l'accueil, du souci de l'autre. Et je pense aussi qu'il y a une aventure poétique incroyable. Je suis terriblement amoureux des autres langues. Je pense que s'il y avait un génie et qui pouvait m'exaucer un vœu, le premier vœu, ça serait pouvoir comprendre toutes les langues du monde. J'aimerais rejouer le mythe de Babel, vraiment. Mais au final, c'est chouette aussi d'être confronté à cette difficulté d'apprendre d'autres langues. Et quand on revient à sa langue, c'est comme quand on a quitté la guitare pour aller faire un peu du piano ou un peu d'autres instruments et qu'on revient à son instrument premier, on joue différemment parce qu'en fait, on s'est enrichi pas d'un autre vocabulaire, mais d'une autre manière de dire, de faire. Et quand on va chercher dans d'autres langues, quand on va chercher dans d'autres cultures, d'autres manières de faire, on revient toujours enrichi. Et c'est pour ça que le voyage est omniprésent dans les autres langues, le souci de la langue de l'autre, la langue du poète,
la langue de la terre, la langue des éléments, chercher une espèce de langue primordiale qui raconterait la langue des rivières, la langue des oiseaux, la langue des rochers. Ça me parle. Je pense que la poésie a à voir avec cette recherche de la langue de l'autre, de la langue différente, de la langue terrienne, extraterrestre au sens d'autres terres. Cette question me fait penser aux gens qui ne s'intéressent pas, qui n'aiment pas la poésie. Et pour eux, les poètes sont des extraterrestres. Ouais. Bah tu vois, en fait on est en fait on est tous des extraterrestres. Et en fait ils sont aussi des extraterrestres. Ben merci pour ce que tu viens de partager. Benjamin, comme tu le sais, certaines réponses restent avec nous et continuent à nous inspirer. Elles soulèvent parfois d'autres questions. Et moi, j'ai toujours été fascinée par les sources d'inspiration. Parfois, elles viennent d'endroits inattendus. Ouais. Dis-moi, y a-t-il quelque chose de non humain, un animal, une pierre, une rivière, qui t'a inspiré plus que les êtres humains? Les loups m'ont inspiré. Bien sûr, les loups m'ont inspiré. Il y a maintenant trois hivers, c'est ça, un peu moins de 3 ans. Le soir de Noël, il y a des loups qui sont venus attaquer, là, ici, dans le jardin de ma maison. Et j'avais 2 petits moutons qui me tondaient l'herbe, qui étaient nés là, d'ailleurs. Et du coup, comme ils étaient nés là, on avait même enlevé les barrières, ce qui n'était pas peut-être une bonne idée vis-à-vis des loups. Et les loups sont revenus depuis une dizaine d'années ici. On les avait exterminés. Ici, on est un pays où il y a eu une histoire terrible de la bête du Gévaudan avec un loup où il y a eu plus de 200 agressions au temps de Louis XIV. Donc ça a été une bête terrible et fantasmatique, et on a construit toute une image ça a été vraiment l'archétype de la figure du loup comme bête monstrueuse, dévorante, de la barbarie sauvage. Et ces loups sont venus, ils ont pris 2 moutons, et le soir de Noël. Et en suivant les traces, j'ai vraiment mesuré, pour vraiment identifier un loup. Je suis quelqu'un qui va beaucoup en forêt, je vis en lisière de forêt, je vais en forêt, je sais approcher les animaux, en fait je suis doué pour ça, et puis je fais ça depuis l'enfance en fait. Donc à force, voilà, je connais mon écosystème ici. Et là, c'était des loups, des traces de loups, ce que j'ai jamais pu approcher en forêt. Et j'ai suivi leurs traces avec une rage montante, parce qu'ils m'avaient pris mes moutons. Et j'ai qu'une envie, c'était de les retrouver. Pour leur faire quoi, je ne sais pas, mais j'étais en colère. Et en fait, en suivant leurs traces, j'ai réalisé qu'ils se déplaçaient exactement comme moi, je me déplace en forêt quand je veux approcher des animaux. J'ai réalisé qu'ils n'étaient pas du tout la bête dévorante et atroce et horrible et monstrueuse qu'on pourrait nous faire croire, qui aurait juste à arriver en face de l'autre comme une brute épaisse au fond d'une ruelle, et qui dirait regarde, je suis costaud, j'ai une barre de fer, je vais t'éclater les dents, t'as rien à dire en fait. Et même, je te laisse une chance de partir, parce qu'en fait, de toute manière, c'est moi qui décide, je suis tellement plus rapide, plus fort. Et non, j'ai vu la vulnérabilité et la misère du loup, la même que moi quand j'essaie d'approcher un animal, et où en fait je dois lui laisser aucune chance. C'est-à-dire je dois tenir compte du vent, je dois m'adapter à lui, connaître son pas, m'inscrire dans son pas mais en décalé, marcher en étant caché, et le surprendre vraiment au dernier moment. Et les loups sont arrivés comme des chasseurs, mais des chasseurs subtils, pas des brutes épaisses qui mènent battues et qui font du bruit.
comme un Indien en fait à l'approche. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. C'est eux qui avaient peur. C'est eux qui avaient peur de manquer leur proie et de ne pas avoir à manger en fait. C'est eux qui étaient vulnérables et qui devaient être affamés et qui avaient peut-être marché pendant des kilomètres et des kilomètres au point de prendre aucun risque avec un mouton. C'est bête et ridicule un mouton quand on y pense, par rapport à cette merveille de force, de vitesse, de croc que sont les loups, quoi. Et non, enfin, quelque part, ils ont pris le soin de prendre aucun risque. Et ça veut dire qu'ils ont respecté ce qu'ils avaient en face, leur gibier. Et ça m'a troublé. Ça m'a troublé aussi de réaliser que ma maison était devenue le lieu du sauvage. Le sauvage, c'est l'ailleurs. Le sauvage, c'est la forêt. Les maisons, les villages et les chemins aux hommes et les forêts aux loups et aux bêtes sauvages. Ouais, mais ça, c'était il y a 300 ans. Aujourd'hui, en fait, j'ai réfléchi, mais où est leur espace sauvage? Les forêts, il y a... Alors oui, si on est urbain, si on habite en ville et qu'on se balade en forêt, on a l'impression d'être dans la nature. Mais si on est rural, comme moi, si on vit en forêt, si on vit là, tout le temps, vraiment, on le sait que cet arbre, en fait, il a été planté. On le sait que cet arbre, il a poussé là, pas parce qu'il a été planté, peut-être celui-là, mais parce qu'en fait, simplement, c'est juste qu'il n'a pas été arasé par le tracteur parce qu'on a laissé une zone en friche. On sait que cette forêt-là, qui est immense, en fait, elle est découpée en parcelles avec des barrières coupe-feu et tout ça, ce qui est génial, parce que ça permet d'éviter les incendies, etc., et que la forêt est un lieu de régénération, mais c'est un lieu d'exploitation. On a planté des arbres en ligne, des fois, pour les exploiter. En fait, c'est on va peut-être s'imaginer que c'est une forêt, mais en fait, c'est un champ de patates. Sauf que c'est pas des patates, c'est des arbres qu'on découpe pour aller faire des étagères, ou des boîtes granulées de chauffage. Tout est exploité. Tout est exploité. Où sont les zones sauvages? On a aperçu là, ces dernières années, ici, à côté d'ici, des loups, à côté au bord de l'autoroute. En fait, il est là l'espace sauvage. Il est dans les parkings, il est en ville finalement. On a été surpris pendant le confinement de revoir des sangliers ou mais ouais. Mais ces animaux liminaires là, que sont les rats, les pigeons avec qui on partage la vie des villes, il va y avoir aussi les sangliers, peut-être même des cerfs et tout ça, parce qu'au final, c'est les stations essence et les zones d'autoroute qui sont les zones sauvages maintenant. C'est les seuls endroits auxquels on fout la paix, ces herbes qu'on laisse pousser au bord des routes, parce que même les forêts sont plus sereines. Et je me suis intéressé sur ça. Où était le sauvage en nous et quelles étaient aussi, même au sein de nous-mêmes, les zones qu'on laissait en friche et sauvages. C'est ça. Et quelle était la part du loup en nous? Au sens de... Pas le loup comme barbare et animal dévorant, le criminel, non. Le loup au sens du sauvage qui porte sa misère, qui certes peut avoir une certaine cruauté parce qu'il tue, mais en fait il tue parce qu'il est obligé, c'est pas un barbare. C'est pas un criminel, c'est pas un... Et puis franchement, si on y regarde bien, l'humanité, c'est nous les barbares, définitivement. Quelle est cette part sauvage qu'on a en nous? Cette part aussi du loup efflanqué qui doit ramper comme ça dans les contours pour arriver à pas se faire voir et arriver à subsister en prenant le peu qu'il y a à prendre, qui est obligé de toujours errer parce qu'il se fait rejeter de sa troupe et que du coup il doit aller toujours plus loin comme un migrant. Mais loups à la fin ils deviennent migrants en fait. Et j'ai réinventé la figure du loup, c'était ça qui avait difficile dans mon livre, dans mon dernier livre, quand nous étions des loups, il fallait réinventer la figure du loup, qui est une figure littéraire tellement connue, tellement cliché, et moi j'ai voulu explorer une autre figure du loup qu'on oublie, et qui n'est pas ce loup dévorant, mais qui est vraiment le loup sauvage, et avec une sauvagerie qui n'est pas celle de la barbarie, mais qui est aussi celle qui laisse apparaître le cri, qui laisse apparaître la vulnérabilité, qui laisse apparaître la fragilité, parce que la sauvagerie, elle est là. Et nous, en nous, on a une sauvagerie, et on veut nous faire croire qu'on est des êtres que civilisés, qu'on ne serait que éthique et civilisation, et non, mais on déconne des fois, et on est animal, et des fois on va se
brouiller la vue, on va se brouiller les sens, on va être comme fou, on va hurler, crier face à la maladie, face à la détresse, face à l'horreur, face à plein de trucs. Et on n'est pas que des êtres rationnels et civilisés, on a une part de sauvage et de loup en nous. Et ça m'a beaucoup interrogé. Et je trouve ça très poétique. Benjamin, ce que tu racontes sur les loups est fascinant. Fascinant. J'aime comment tu montres que le sauvage n'est pas juste brutalité ou menace, mais qu'il porte aussi vulnérabilité, prudence et équilibre. On sent que la part du loup en nous, cette force fragile et discrète, est quelque chose de profondément poétique. Bon, j'ai une autre question pour toi. Dis-moi, si tu pouvais offrir à quelqu'un un objet en céramique représentant ta philosophie de vie, à quoi ressemblerait-il ? Je crois qu'il tient dans mes mains. Ça, un bol. Le bol, c'est hyper important. Moi, j'ai écrit mes premiers poèmes dans l'atelier d'un potier. Et la céramique, la terre a toujours été liée pour moi à l'écriture. On a un atelier de potier ici. Et j'ai appris l'art du feu, l'art de la terre. Et on apprend à respecter le bol. En Occident, le bol, c'est l'objet le plus vulgaire qui soit, mais c'est le plus merveilleux aussi qui soit. On a oublié pourtant en Occident ce fond, le bol, c'est le Graal. C'est lui qui donne la vie éternelle. Et en même temps, c'est beau parce que c'est l'objet le plus banal, l'objet du pauvre. Ça peut être très simple. Le premier bol fondamental, c'est ça en fait, c'est nos mains. C'est le premier objet qu'on peut créer, on peut le créer avec nos mains en fait, juste. On prend ça et on arrive à cueillir, à récolter de l'eau. Et puis à la base de l'humanité, on a su comprendre qu'en faisant cuire de la terre, on transformait un objet qui était le moulage de nos mains, de notre geste de main, pour en faire quelque chose qui pouvait se solidifier par le feu. En fait, il s'agit juste de donner nos mains aux éléments. L'empreinte de nos mains dans la terre, avec le souffle du vent qui va chauffer le feu et qui va transformer ça en une autre matière dure et solide, la pierre. Et c'est une inscription de notre humanité dans les éléments. Le bol, vraiment. Et les Japonais ont toute une philosophie autour de ça, c'est l'ansozu, le cercle complet du zen et qui explique beaucoup de choses. Et en fait, l'idée c'est le cercle du monde. Et en fait, le bol c'est un monde, c'est un univers. Il y a cette cérémonie du thé qui est magnifique où on prend son objet comme ça et on nous le confie, et il y a tout un temps qui est d'observation du bol et de comprendre que le bol est un monde, et un monde en soi. Il y a cette rondeur et c'est un univers. Avec toute l'humilité qui va avec la cérémonie du thé, c'est-à-dire on le prend, on choisit la plus belle face. Cette face-là, on la donne à l'absolu, à Dieu, ou je ne sais quoi. La deuxième face, on la donne à l'empereur. À l'empereur, on pourrait dire, on pourrait s'adapter, moi qui n'ai pas trop de respect pour les empereurs, à l'autre, peut-être tout simplement. Et la troisième face, c'est celle qu'on n'avait pas regardée, qui est très belle aussi, en fait, finalement, qui est très étonnante, et qui est la nôtre. Et donc, on va boire sur celle-là. Et un bol, ouais, ça raconte beaucoup de choses. Ouais. C'est magnifique ce que tu racontes. J'adore comment tu transformes le bol
un objet si simple ont un univers et ont une poésie des mains et du feu. Et justement, en parlant de mains et de ce lien avec la terre, je me demande, vivant aux confins de la forêt, tes mains sur la terre sentent-elles le passage du temps plus que ton esprit? Dans la forêt, oui, mes mains, mais pas que les mains. Tous les sens. Et puis peut-être surtout les pas, les pieds. Si tu veux bien, je te répondrai plutôt par un poème. Sauvage. Mes pas dans la forêt et l'absence de bruit. Attentif à l'imperceptible, au resserrement du cœur, aux approches invisibles, aux présences alentours. En forêt, le cri d'une bête ouvre en moi un écosystème.